Alors, s'attaquer à Cyrano de Bergerac d'Edmond-Rostand, c'est affronter un monument absolu de la littérature, en fait. Ah bah, complètement, oui. Derrière l'image d'Épinal qu'on a tous, du gascon bravache avec l'épée à la main et le verbe haut, les sources qu'on a rassemblées aujourd'hui, elles révèlent une mécanique psychologique d'une complexité vraiment vertigineuse. C'est ça, et c'est pour ça que notre mission aujourd'hui, dans cette exploration des sources, c'est pas juste de résumer l'histoire. Ouais, tout le monde la connaît, ou presque. Exactement. Le but de cette plongée dans le texte intégral, de 1640 à 1655, c'est vraiment de décortiquer la psychologie de ce héros. Son rapport à la beauté, à l'esprit, l'évolution de Roxane aussi. Surtout l'évolution de Roxane, oui. Et bien sûr, la mécanique tragique de ce fameux pacte avec Christian. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ces mots résonnent encore si fort aujourd'hui. Et pour vraiment saisir cette dynamique, je crois qu'il faut se replonger direct dans l'ambiance, tu vois ? L'atmosphère saturée de l'hôtel de Bourgogne. Ah, l'acte 1. Voilà, le premier acte. L'entrée fracassante. On est dans une salle de spectacle super bruyante, très chaotique. L'acteur Montfleury s'apprête à déclamer sur scène, et là, bam ! Une voix éclate depuis la foule. Il fait pas juste une entrée, il fait éruption, quoi. C'est exactement le mot. Cyrano terrorise l'acteur, il défie le public entier, il jette même une bourse d'or pour dédommager la salle. C'est d'une arrogance, c'est sublime, mais c'est presque suicidaire en fait. Il se crée des ennemis juste pour le plaisir esthétique. Mais en fait, cette exubérance, il faut bien comprendre que ça pose un masque. Cyrano, il théâtralise sa propre existence pour, disons, garder un contrôle absolu sur la façon dont les autres le perçoivent. Pour pas qu'on s'apitoie sur lui. C'est ça. En s'imposant physiquement et verbalement, il empêche quiconque de le regarder avec pitié. Il sature tout l'espace sonore pour saturer l'espace visuel pour qu'on oublie son physique. Et cette stratégie de saturation, elle culmine avec la scène que tout le monde attend dans la pièce, la fameuse tirade du nez. Un chef-d'œuvre. Le vicomte de Valvert s'approche pour le provoquer et il lâche cette insulte d'une platitude mais affligeante. Il lui dit « Vous avez un nez très grand. » Le niveau 0 de la répartie. Ouais, c'est pathétique. Et n'importe quel duelliste à l'époque aurait juste sorti son épée pour le tuer. Mais Cyrano, non. Il dégaine d'abord son vocabulaire. Il s'empare de l'insulte et il l'élève carrément au rang d'œuvre d'art. Parce que c'est un mécanisme de défense qui est extraordinairement sophistiqué. Au lieu de subir l'humiliation de cette remarque, Cyrano l'orchestre lui-même. Il prend le contrôle. Il décline son complexe sur tous les tons. Descriptif, gracieux, truculent, lyrique. En listant lui-même toutes les moqueries possibles, il désarme ses adversaires. Il coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Et il démontre par la même occasion que la véritable laideur, là, c'est pas son visage. C'est la vacuité intellectuelle du vicomte. Et les sources nous rappellent ces fulgurances qu'on connaît presque par cœur. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est brillant. C'est une façon de dire, en fait, je suis tellement supérieur à vous que je dois moi-même vous fournir les armes pour m'insulter. Et il joua le geste à la parole juste après, avec ce fameux duel en ballade. Ouais, c'est fou ça. Il compose un poème en temps réel. 3 couplets, un envoi, tout en ferraillant. Et il la lance qu'à la fin de l'envoi, il touche. Et il le fait, avec une précision chirurgicale. La foule est en délire. Mais c'est juste après ce triomphe absolu que les sources nous font vraiment basculer dans l'intime. Parce qu'une fois que la foule se disperse, le rideau tombe sur cette représentation sociale. Il se retrouve seul. Seul, avec son ami Lebray, et là, l'armure se fissure complètement. On découvre un homme qui est juste épuisé par sa propre bravoure. Il avoue son secret. La plus brillante des femmes. Sa cousine, Roxane. Mais il est convaincu que son apparence lui interdit tout espoir. Il y a cette phrase terrible qu'il utilise. Il parle de ce nez qui le précède d'un quart d'heure partout où il va. C'est glaçant de tristesse, en fait. Et c'est là qu'on touche à la dualité du personnage. Il confesse même que des fois, il s'attendrit dans la nuit bleue, il voit une femme au bras d'un cavalier, et il pleure en voyant l'ombre de son propre profil sur le mur. Le contraste est dingue. Le lion en public devient un cœur brisé dans l'ombre. C'est vraiment la tragédie de la dichotomie entre le corps et l'esprit. Cyrano, il a l'âme la plus vaste de Paris, mais elle est enfermée dans une prison charnelle qui, pour lui, annule toute romance possible. Il s'auto-sabote un peu, non ? Il a intériorisé le rejet avant même de l'avoir subi, et ça le pousse à s'isoler volontairement par pure anticipation de la honte. Et cette anticipation, on la ressent à fond dans le deuxième acte. On change de décor, on se retrouve dans la rôtisserie de Ragueneau. Le pâtissier poète.
Exactement, le lieu de profusion littéraire et culinaire. Cyrano y attend Roxane pour un rendez-vous secret, et là, l'espoir monte. Il a même écrit une lettre, il est prêt à tout lui dire. La tension est palpable dans le texte. Roxane arrive, elle est douce, elle évoque leur enfance, elle pense sa main blessée, et puis, paf, elle lui confie qu'elle aime un homme. Et la cruauté psychologique de cet échange, elle est insoutenable quand on lit la scène. Roxane décrit cet homme, son courage, le fait qu'il soit dans le même régiment que Cyrano, les cadets de Gascogne. Cyrano se dit que c'est lui. À chaque indice, il y croit. Jusqu'à ce qu'elle lâche un seul petit adjectif. Cet homme est, je cite, beau. Beau. Le mot qui claque comme une exécution. C'est le baron Christian de Neuviette. Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante. Parce qu'il ne s'effondre pas. Non, il ne laisse rien paraître. Pas de jalousie explosive. Au contraire, il accepte la mission de Roxane. Elle lui demande de protéger ce fameux Christian des autres soldats. Ça révèle l'immensité de son abnégation. Cyrano place instantanément, sans hésiter, le bonheur de Roxane au-dessus du sien. Il devient le grand frère protecteur. C'est un martyr amoureux. Silencieux, foudroyant. Il avale sa souffrance. Et le drame se noue quand Cyrano rencontre enfin Christian. Pour s'intégrer, Christian fait le truc le plus stupide possible. Il provoque Cyrano sur son nez devant tout le régiment. Tout le monde s'attend à un bain de sang. Ouais, Cyrano fait évacuer la salle. On s'attend à ce qu'il le transperce, et en fait, il le prend dans ses bras. Il lui révèle que Roxane l'aime, et c'est à ce moment-là que Christian dévoile sa propre faille. Christian, il apporte une dimension très inattendue à la tragédie. Il a un visage de dieu romain, mais il avoue être un sot à s'en tuer de honte quand il faut parler d'amour. Surtout avec Roxane. Surtout elle. Parce que c'est une précieuse, une intellectuelle. Christian sait que sa beauté a attiré son regard, mais il sait aussi que s'il ouvre la bouche, avec son manque d'éloquence, elle va fuir. Et là, Cyrano propose ce pacte invraisemblable. C'est presque du transhumanisme avant l'heure, la création d'un avatar. C'est exactement ça. Il lui sort cette réplique mythique « Je serai ton esprit, tu seras ma beauté ». Cyrano fournit le logiciel et Christian l'interface physique. Il fusionne pour créer le héros de roman parfait. Pour Cyrano, c'est l'opportunité inespérée de vivre son amour par procuration. L'anonymat lui donne une liberté d'expression totale, sans la peur du rejet physique. Sauf que, comme pour tout avatar, il y a des bugs. Et ça nous amène à l'acte 3, la rupture. Christian, qui a pris un peu trop la confiance avec ses succès épistolaires, décide de se passer du prompteur. Mauvaise idée. Très mauvaise. Il veut parler à Roxane en direct. Et c'est le naufrage. Face à elle, il bégaie un « je t'aime » répété en boucle. Roxane est vexée par cette pauvreté intellectuelle. Elle le rejette direct. Ce moment est clé pour comprendre Roxane. Elle prouve que l'apparence physique, c'est une condition nécessaire au début peut-être, mais pas suffisante. Il lui faut des mots. L'intellect, l'émotion par le verbe, c'est ça le véritable moteur de son désir. Christian panique et supplie Cyrano de le fauver. Ce qui nous conduit à la scène du balcon. Une maestrie absolue. Roxane est en haut, Christian en bas dans l'ombre, Cyrano caché sous le balcon pour souffler les mots. Mais le système du murmure est trop lourd. Ça marche pas. Du coup, Cyrano le pousse, il prend sa place et il parle directement à Roxane depuis l'obscurité. C'est la première fois qu'il lui parle sans filtre. L'utilisation de la nuit ici, c'est du génie. L'obscurité efface sa laideur. Libéré de son complexe, il abandonne l'ironie, il abandonne les bons mots, il se met à nu. Il y a ce passage où il dit « Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête par peur du ridicule à cueillir la fleurette. » C'est une libération émotionnelle totale. Et c'est son âme qui séduit Roxane, qui la fait chavirer. Mais la cruauté de la scène, c'est que quand elle réclame un baiser, c'est Christian qui grimpe au balcon. Cyrano reste cloué au sol dans le noir. Et il savoure ce qu'il appelle la miette de ce baiser. Le masochisme romantique à son paroxysme. Il est l'architecte du bonheur de son rival. Et après ce sommet poétique, l'action s'accélère. Le comte de Guiche, qui veut aussi Roxane, arrive pour empêcher son mariage secret avec Christian. Cyrano doit gagner du temps. La fameuse scène de la lune. Oui, il fait semblant de tomber de la lune et il retient de Guiche avec 6 moyens absurdes d'y retourner, comme se couvrir de rosée pour être aspiré par le soleil. C'est hilarant. C'est un dernier éclat comique, parce que la vengeance de Guiche est terrible. Dès qu'il comprend qu'il a été berné et que Roxane est mariée, il utilise son pouvoir et envoie Christian et Cyrano direct au front. Au siège d'Arras. Les jeunes mariés sont séparés à la seconde même de leur union.
Et le contraste avec l'acte 4 à Arras est brutal. Fini la poésie sous les balcons, on est dans la boue, le sang, la faim. Les cadets sont encerclés, mais Cyrano, lui, il brave la mort tous les jours. 2 fois par jour, il traverse les lignes pour envoyer des lettres enflammées à Roxane. Toujours signé du nom de Christian, bien sûr. Sans que Christian le sache. Cyrano est complètement absorbé par son rôle, c'est une vraie boulimie épistolaire. L'écriture devient sa seule réalité respirable, le seul lien avec son illusion amoureuse. Et le miracle se produit. Un carrosse force les lignes. Roxane débarque avec Ragueneau et des vivres. C'est spectaculaire. Mais elle apporte surtout une révélation qui change tout. Elle prend Christian à part, elle lui dit que ses lettres quotidiennes l'ont métamorphosé. Elle vient s'excuser. C'est ça, elle s'excuse de l'avoir aimé seulement pour sa beauté au début. C'est l'évolution majeure de Roxane. Elle s'est affranchie de la superficialité. Elle aime désormais l'essence de l'homme. Et le coup de grâce pour Christian, c'est quand elle lui jure qu'elle l'aimerait, je cite, « même laid ». Même laid. Le temps s'arrête. Pour Christian, c'est terrifiant. Parce qu'il n'est pas bête. Il comprend instantanément que la femme de sa vie n'aime plus son corps à lui, mais l'âme de Cyrano. Christian trouve Cyrano. Il veut tout arrêter. Il refuse d'usurper cet amour. Il exige que Cyrano dise la vérité à Roxane pour qu'elle puisse choisir. C'est le moment de noblesse de Christian. Il rachète tous ses défauts par cette intégrité morale. Cyrano va pour tout avouer à Roxane. La vérité est à quelques secondes d'éclater. Et là, le destin s'en mêle. Le premier coup de feu claque. Et on ramène Christian. Mortellement blessé. L'opportunité de la vérité se referme. Face à l'agonie de Christian et aux hurlements de Roxane, Cyrano prend une décision qui va sceller son destin. Il se penche sur Christian et lui ment pour qu'il meure en paix. « J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. » Et ce mensonge héroïque, c'est sa propre condamnation au silence. S'il parlait après la mort de Christian, ça gâcherait tout. Exactement. S'il révélait la vérité, il détruirait l'image idéalisée que Roxane pleure. Il salirait la mémoire d'un soldat mort au combat pour une histoire de supercherie. Son abnégation devient sacrificielle. Il s'emmure dans son propre mythe. Ce qui nous jette directement 15 ans plus tard, dans l'acte 5. 1655. C'est l'automne. L'ambiance est hyper mélancolique. On est dans le parc du couvent des Dames de la Croix à Paris. Roxane y vit, toujours en deuil, avec la dernière lettre de Christian sur le cœur. Une lettre tachée du sang de Christian et des larmes de Cyrano. Et Cyrano, lui, il est devenu sa gazette. Chaque semaine, avec une régularité de métronome, il vient lui raconter les nouvelles. Et la scène est d'une beauté crépusculaire. Pendant 15 ans, Cyrano a refusé tout compromis. Il attaquait les faux dévots, les plagiaires, il vit dans la pauvreté. Et il s'est fait énormément d'ennemis. Et c'est ça qui amène la fin. On apprend qu'il vient d'être victime d'un attentat lâche. Lâche, le mot est faible. Pas de duel glorieux. Un laquais lui a jeté une énorme bûche sur la tête depuis une fenêtre, dans une ruelle sombre. C'est d'une ironie cruelle. Le plus grand bretteur de son temps, qui rêvait de mourir la pointe au cœur et aux lèvres sur un champ de bataille, assassiné par un bout de bois dans le dos. Approché, et il lui demande l'immense faveur de lire cette fameuse dernière lettre de Christian. Elle lui donne, et le miracle opère. Il lit à voix haute, mais la nuit tombe. Roxane l'écoute, et soudain, elle est frappée par une évidence. Il fait nuit noire. C'est ça. Il fait tellement sombre qu'il ne peut pas lire. Il récite la lettre par cœur. La boucle se boucle. La nuit du couvent répond à la nuit du balcon 15 ans avant. Roxane n'y voit plus, alors sa mémoire auditive prend le relais. L'intonation, cette voix, elle la reconnaît. C'est la voix du balcon. En une fraction de seconde, les 15 années d'imposture s'effondrent. Elle comprend le sacrifice absolu. Et ce qui est fou dans les sources, c'est la réaction de Cyrano. Même démasqué, il continue de nier. Jusqu'au bout. Il balbutie « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. C'est d'une pudeur terrifiante. » Roxane pleure devant cette vie gâchée par ce silence magnanime. Et Cyrano, sentant la mort, refuse de partir assis. Il se lève, il s'adosse à un arbre, il tire son épée. Il se bat contre ses ennemis invisibles, le mensonge, les compromis, les préjugés. Il s'éteint en affirmant qu'il emporte une chose intacte, sans tache, son panache. Le panache, ce mot, dans l'œuvre de Rostand, c'est toute une éthique. C'est la capacité de garder une dignité absolue face à l'échec inévitable. C'est le triomphe moral dans le désastre matériel. Cyrano meurt pauvre, seul, assassiné, mais invaincu spirituellement.
En rassemblant tout ça, quiconque écoute cette analyse se rend bien compte qu'on est face à bien plus qu'un drame romantique. C'est une exploration de la tyrannie des apparences, du sublime sacrifice amoureux. Le parcours de Roxane, qui passe de l'amour d'une image à l'amour d'une âme, c'est magistral. C'est vrai, ça suscite l'admiration. Mais avant de se quitter, on peut se poser une question un peu provocatrice, tu vois. Ah, je t'écoute. Le refus final de Cyrano de s'approprier l'amour de Roxane, même après la mort de Christian, est-ce que ça venait vraiment que de son complexe physique ou de sa noblesse d'âme, ou bien est-ce que Cyrano, le poète absolu, préférait pas, en fin de compte, la beauté d'un idéal inaccessible à la réalité triviale d'une romance accomplie? C'est-à-dire qu'il aurait préféré le mythe à la réalité. Voilà. Est-ce qu'une vraie relation au quotidien aurait été à la hauteur de son chef-d'œuvre de souffrance? A-t-il choisi de préserver son mythe plutôt que de risquer la banalité d'être simplement heureux? C'est une perspective qui donne le vertige. Ça relie toute la pièce sous l'angle de la fuite, en fait. Une vraie réflexion qu'on laisse à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée minutieuse dans les actes de cette pièce intemporelle. On vous invite vraiment à relire l'œuvre pour y trouver vos propres moments de grâce et pourquoi pas cultiver votre propre panache. À la prochaine!